Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et j'anime ce podcast comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience. Finalement, le premier mensonge auquel on a été confronté, le tout premier, ça a été les chiffres des morts en Chine. C'est n'importe quoi. Tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire restez chez vous, lorsque vous allez au boulot, mettez un masque et attendez gentiment qu'on vous donne un vaccin pour vous sauver. Ça s'appelle de la manipulation. Ce sont des stratégies criminelles. Dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Dans cet épisode de Poire et Cahuète, on va parler complot mondial, Bill Gates qui tire les ficelles du Covid et vaccins destinés à tous nous espionner. On va vous parler de Hold Up, ce film qui se présente comme un documentaire et qui prétend nous révéler la vérité sur le Covid-19. Donc en résumé, le virus n'existe pas, enfin s'il existe, il n'est pas si dangereux que ce qu'on veut nous faire croire, et surtout, il sert à répandre la peur pour qu'un gouvernement mondial secret puisse prendre le pouvoir sur nos vies. Bref, des éléments assez délirants, entremêlés quand même de quelques vérités, et contre lesquels les médias traditionnels ont bien du mal à se faire entendre, même avec les meilleurs fact-checking et des explications très didactiques. Ouais, ce sont des semaines difficiles pour les médias français qui sont sur plusieurs fronts en même temps. Les journalistes se sont mobilisés à grand renfort d'éditos, de pétitions, de manifs également contre la loi de sécurité globale, en particulier son article 24 qui punit la diffusion dite malveillante d'images de policiers d'1 an de prison. Alors ils l'ont fait, on va dire, dans une relative indifférence de l'opinion. Et puis à la mi-novembre est sorti ce documentaire Hold Up qui a provoqué une mobilisation générale des médias dits sérieux, officiels, mainstream, armés de leurs rubriques et articles de fact-checking, mais avec quelle efficacité, c'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils imaginer des scénarios aussi tordus et en réussissant à corrompre toutes nos élites? Je décide de joindre une spécialiste des pathologies du pouvoir. Elle vit en Colombie, collectionne les doctorats. Ça devrait aider à éclairer ma lanterne. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges, au détriment de ceux qui n'en ont pas, se sentent persécutés par ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas et qui sont plus nombreux pourraient éventuellement se rendre compte qu'ils ont confisqué des privilèges et même, pourquoi pas les tuer. Et donc, ils organisent des complots contre ceux qui n'en ont pas. C'est l'histoire de l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose d'absolument inédit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de le penser. On vient d'écouter un extrait de Hold Up et la voix off qui a le vertige, c'est le réalisateur très doué pour se mettre en scène. Alors je dois vous dire que j'ai regardé par conscience professionnelle les 2h45 de ce film. Et au début, franchement, je trouvais ça pas si mal. Je me suis même dit, mais en fait, en quoi c'est complotiste? Parce que, grosso modo, les 3 premiers quarts d'heure, il s'agit surtout de remettre en question la gestion du Covid par le gouvernement français, donc de souligner des choses qui ont été dites par ailleurs, des contradictions sur le port du masque, les incohérences entre on est en guerre mais sortez voter. Donc c'était pas si mal. Sauf que petit à petit ça dérape et c'est ça qui est très malin. Et la dernière heure est franchement ubuesque. J'ai dû me forcer pour regarder jusqu'à la fin parce que c'est là qu'on a les gros plans sur Bill Gates, Jacques Attali, Rothschild, tout le gloubi-boulga sur la 5G, les puces sous la peau. Enfin vraiment la crème des théories complotistes. Et puis d'ailleurs on voit que le nombre d'intervenants se réduit petit à petit, leur qualité aussi, et à la fin on tourne sur 3 énergumènes qui racontent vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, Hold Up, c'est un petit peu les théories du complot pour les nuls. Moi, j'ai trouvé ça totalement indigent sur le fond, mais en plus raté sur la forme. Ça m'a presque rendu nostalgique des documentaires conspirationnistes américains, tu sais, autour du 11 septembre qui n'a pas existé. Ils avaient un côté un peu spectaculaire, un peu X-Files. Là, je me suis juste ennuyé. J'ai trouvé ça très mal construit, contradictoire aussi dans les arguments. Ça a été soulevé à maintes reprises. Le réalisateur nous explique que le virus est une arme qui va exterminer la moitié de la population et à d'autres moments qu'on a exagéré sa dangerosité.
De toute manière, on va pas refaire ici un énième fact-checking des arguments fallacieux contenus dans Hold Up, ni d'ailleurs une critique ciné, on n'est pas là pour ça. C'est vrai que le piège de ces documentaires, c'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire un empilement de petits arguments, de petits faits qui sont tellement nombreux que si on commence à vouloir les contredire les uns après les autres, en fait, on s'épuise. Et je suis pas sûr d'ailleurs que ça ait un vrai impact, que des gens changent d'avis après avoir lu des articles de fact-checking. En fait, la question, c'est moins de démêler le vrai du faux dans Hold Up. D'ailleurs, il nous faudrait pas 20 minutes, il nous faudrait nous aussi 2h43 et encore, peut-être même plus. La vraie question, c'est que dit le succès de documentaire? Et je pense que ce que ça révèle, c'est que le public est hypersensible sur ce sujet du Covid et il est favorablement préparé à recevoir toute œuvre, même très imparfaite, qui propagerait une version alternative et qui surtout nous proposerait enfin une explication packagée, clé en main de l'horreur qu'on a vécue et dans laquelle on est encore plongé. Oui, complètement, parce que déjà, on peut dire que cette production est complotiste, mais est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui l'ont regardée et qui ont trouvé un intérêt sont aussi complotistes? Moi, je suis pas sûre qu'on puisse les qualifier comme telles. Et puis, dans tous les cas, c'est un peu facile de se contenter de dire que ce sont des idiots crédules, parce que quand même, il y a pas mal de questions soulevées par ce documentaire qui sont légitimes. L'origine du virus, c'est pas absurde de s'interroger là-dessus. La question des masques, encore une fois, l'efficacité ou non de la chloroquine, tout ça, ce sont des vrais enjeux qui nous ont animés ces derniers mois. Donc c'est normal, je pense que les gens s'interrogent là-dessus. D'autant que les politiques, comme les journalistes et comme les scientifiques, n'ont pas toujours su apporter une réponse claire et intelligible sur ces questions. Oui, d'ailleurs, il suffit de se rappeler, il y a quelques mois, que le professeur Didier Raoult a émergé comme la personnalité incontournable du premier confinement, justement parce qu'il rassurait, il avait l'air de maîtriser la situation. On vous renvoie à notre épisode du podcast consacré à Raoult et au ressort, en fait, de sa popularité parmi une partie de la population, notamment les Gilets jaunes. Ensuite, si on continue de s'interroger sur les raisons du succès de Hold Up, je pense que l'un des points très importants, c'est que en fait, ce documentaire, présenté comme tel, apporte une explication globale qui rassure. Il donne du sens à toute cette séquence inédite que nous vivons et qui nous déstabilise grandement. Alors certes, la réponse du docu, c'est un ordre mondial secret nous gouverne et veut nous asservir, donc c'est pas très satisfaisant, loin de là, mais au moins ça tente une explication globale. Alors que en fait, les réponses politiques, souvent, sont sur des points particuliers, très précis, et des temporalités très précises, l'histoire de quelques jours, quelques semaines, mais on n'a pas d'explication qui donne du sens, qui apporte de la hauteur de vue. Et pareil pour les fact-checking journalistiques, c'est souvent un point précis qui est analysé, débunké, mais là non plus, on n'a pas de grands récits généraux. La grande question qui est finalement posée par Hold Up, c'est où est le pouvoir? Qui a le pouvoir? Et cette question-là, encore une fois, elle est pas idiote, elle est pas absurde et elle peut appeler plein de réponses qui seraient intéressantes d'explorer. Et puis enfin, un dernier point pour expliquer le succès, à mon avis, c'est que quand même, avec cette pandémie, on a touché au domaine des émotions, de la sensibilité. Il y a la question de la mort due à la maladie, bien sûr, de l'absence de contact physique, nos familles qu'on pouvait pas voir, des deuils qui n'ont pas pu avoir lieu, la hausse de l'anxiété, la santé mentale altérée, toutes ces choses-là. Donc on est quand même dans la sphère du sensible. Les émotions ont été un peu bousculées chez tout le monde. Et face à cette émotion, cette sensibilité, la froideur des chiffres et la rationalité des arguments n'ont pas forcément beaucoup de prise. C'est très très grave. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe en ce moment. Des milliers de personnes ont perdu le sommeil depuis 1 mois dans les grandes villes. Plus ils ont des migraines et des acouphènes sans savoir les causes de ces nouveaux symptômes. Depuis 1 mois, je fais une enquête. C'est le déploiement de la 5G qui a été activé depuis le début du mois de novembre. Alors les amis, je ne suis ni médecin, ni journaliste. En revanche, j'ai aucun conflit d'intérêt avec un labo pharmaceutique et j'ai Internet, plus mes capacités de discernement et mon intuition. Les amis, il est très important de partager cette vidéo car les grands médias ne vous en parleront jamais. Pourquoi? TF1 appartient à Bouygues Télécom qui répand la 5G partout dans toute la France. BFM appartient au patron de SFR qui lui aussi répand la 5G dans toute la France. Il y a aussi Xavier Niel, le patron de Free, qui est le copropriétaire du magazine Le Monde. Ces milliardaires ont acheté tous les magazines et détiennent l'information. Si vous perdez votre sommeil de façon grave, si vous avez des migraines fortes, si vous avez des acouphènes, si vous avez des troubles du rythme cardiaque, depuis 1 mois, c'est à cause du lancement de la 5G dans les grandes villes.
Voilà, on vient d'entendre un extrait d'une vidéo de Michael Vendetta. Alors c'est un nom qui ne dit pas forcément grand-chose à tous nos auditeurs, mais il faut savoir que dans le web des années 2000, il était très connu. C'était un peu un phénomène du début d'Internet. Plus tard, il est devenu candidat de télé-réalité. Il a même remporté la Ferme Célébrité en 2010. Et là, on a entendu Michael Vendetta propager la variante 5G de la théorie du complot, qui est assez populaire en ce moment, selon laquelle la Chine, le déploiement de la 5G sont liés au Covid et ont pour objectif de nous embrouiller le cerveau. Alors comme lui, plusieurs people ont propagé ces thèses farfelues où on parlait en bien du documentaire Hold Up, citons notamment le rappeur Booba ou l'actrice Sophie Marceau. Alors c'est le signe qu'une partie de plus en plus importante de la population est sensible à ces thèses. Autour de moi, beaucoup de gens ont regardé Hold Up, l'ont apprécié également, et je pense que la question qui est posée par ce succès, c'est que c'est nous, les journalistes, qui sommes rejetés, non plus seulement pour ce qu'on écrit ou pour ce qu'on dit, mais pour ce qu'on est, pour ce qu'on représente plus exactement, les fameux médias mainstream. Finalement, c'est un peu la leçon de Marshall McLuhan sur le médium et le message. Ce médium, en l'occurrence, c'est le canal média institutionnel. Et tout ce qui vient de lui est soupçonné de venir d'en haut, d'être le relais du CAC 40, de Big Pharma, de George Soros. Peu importe finalement ce qu'on a à dire, peu importe le contenu du message véhiculé, c'est le fait qu'il provienne de ce canal qui dérange. Et inversement, toute voix qui se revendiquera comme alternative trouvera une oreille attentive, en tout cas bienveillante. Ouais, complètement. C'est une crise de confiance, en fait. Et d'ailleurs, les baromètres successifs sur la confiance accordée aux médias ou aux politiques ne cessent de le montrer. On nous aime de moins en moins et on nous croit de moins en moins. Et donc, c'est sur cette défiance que le complotisme fait son lit. À ce sujet, on peut lire, par exemple, Éric Sadin, philosophe, qui a publié une tribune dans Marianne sur le succès de Hold Up. Et lui, il explique que le succès de Hold Up, c'est l'expression d'une scission entre les personnes qui se fient, en dépit des défauts inhérents et de ses dérives chroniques, à l'ordre général en place, édifié sur des pratiques démocratiques et des institutions, et d'autre part, les personnes toujours plus nombreuses qui n'accordent plus aucun crédit à une classe politique et technocratique dont ils estiment qu'elle ne fait que les léser décennie après décennie. Et Éric Sadin ajoute: pour la majorité, l'heure est à une désillusion quasi définitive, la confiance n'y est plus, pas même à l'endroit de partis dits anti-système, puisque chacun entend désormais parler en son propre nom. Mais bon, si ça peut nous rassurer, cette défiance n'est pas uniquement française, on la trouve aussi dans d'autres pays. Tout à fait, le Covid c'est une pandémie, un terme qu'on utilise lorsqu'un virus se propage sur tous les continents. Eh bien, de la même manière, la réaction de défiance, elle est elle aussi mondiale. Ainsi, en mai dernier, sortait sur Internet un film de 26 minutes, intitulé Plandémique, qui a été très regardé dans le monde anglo-saxon. Nous, on n'en a pas trop entendu parler. Alors ce plandémique, c'est un mot valise créé à partir des termes pandémie et plan, puisque le film soutient que le Covid est propagé par Bill Gates et un institut de recherche américain sur les maladies infectieuses, que le virus a d'ailleurs été créé en laboratoire et qu'il est dangereux de porter un masque. Ça nous rappelle évidemment quelque chose. Le réalisateur de ce documentaire, c'est un homme de 52 ans, un acteur et modèle qui a travaillé dans l'industrie du cinéma et a été très marqué par le 11 septembre, un profil qui peut rappeler celui des auteurs de Hold Up, puisqu'il s'agit d'un ancien journaliste de télé et d'un producteur qui est à l'origine notamment de l'émission La Carte au Trésor sur France 3. Alors la vidéo s'appuie sur l'interview d'une chercheuse en biologie moléculaire qui là encore de loin a l'air d'être tout à fait sérieuse et légitime, chercheuse dont les travaux ont été depuis discrédités, elle a même fait de la prison, enfin c'est une histoire assez rocambolesque. Enfin, même scénario que pour notre Hold Up lors de la diffusion de Plandémique. La vidéo a rencontré un énorme succès sur Internet. Elle a été retirée des principales plateformes, notamment de Facebook et de YouTube, et elle a déclenché une avalanche d'articles de fact-checking. Donc le mécanisme est bel et bien universel, et d'ailleurs les ressorts de ces œuvres, de ces documentaires, sont aujourd'hui tellement grossiers, tellement attendus, qu'on trouve des parodies sur Internet. On va écouter un extrait de celle de Brute qui est assez drôle. Alors, vous êtes... Alors, moi, je suis youtubeur, oui. Plutôt extrême droite, ouais. Pro-Trump. Je pense qu'on vit à côté de mondes parallèles et que la Lune est creuse. On va marquer l'expert. En Lune creuse ? Avec ce virus, on veut nous faire peur, parce que la peur fait vendre. Des masques, des vaccins, des documentaires.
On va s'intéresser maintenant au public de ces théories du complot. Qui croit ces théories-là? Parce qu'on pourrait penser de prime abord que ce sont des gens peu instruits qui du coup sont assez crédules, alors que pas du tout. En fait, on a bon nombre de complotistes bac+5. C'est ce qu'explique Nicolas Lebourg, historien, dans un article paru dans la revue en ligne Temps présent. Il écrit que des enquêtes montrent que certains thèmes complotistes sont plus diffusés chez les CSP+, que dans les classes populaires. En fait, on a pléthore de gens qui sont bac+5, mais dont la culture en économie ou en histoire ne sert pas à mieux appréhender le monde, mais plutôt à construire un bricolage qui leur paraît cohérent et qui est capable de passer pour de la culture auprès de leurs proches. Alors, j'ai pu discuter un petit peu avec Nicolas Lebourg, qui par ailleurs écrit pour Slate, et il me disait que justement, les gens peu ou pas diplômés ont plutôt tendance à faire confiance aux institutions parce qu'ils se sentent en déficit de légitimité pour avoir un avis propre, et qu'au contraire, les gens un peu ou très diplômés, en soulignant qu'on est quand même à une époque où 60% de la jeunesse est diplômée, se sentent plus sûrs d'eux pour élaborer des théories. En fait, ils utilisent quelques briques de savoir qu'ils ont et puis ils les agencent un peu à leur sauce, avec en plus cette flatterie pour l'ego de se dire c'est moi qui suis arrivé à ce raisonnement, moi j'ai un esprit critique, moi je suis capable de formuler une réflexion qui m'est propre. Alors les théories du complot, les fake news, ça ne date pas d'hier et ce n'est pas réservé au bas-fond de l'internet. Les médias classiques, traditionnels, mainstream en ont aussi propagé, parfois même créé. L'une des plus célèbres, c'est la détention d'armes de destruction massive par Saddam Hussein. Une fausse information qui a eu un impact déterminant puisqu'elle a justifié l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Autre chose ? La couverture des armes de destruction massive en Irak. Un problème ? Nous sommes beaucoup trop en avance sur le sujet et c'est totalement sans fondement. Et donc ? Donc nous devons faire marche arrière. Faire marche arrière ? T'es quoi, une putain de lycéenne à son premier encart ? Je t'en prie, Roger. La moitié de ce fichu pays allume sa télé pour savoir si Saddam Hussein va faire exploser le monde. C'est un putain de bon sujet. Faire marche arrière, va te faire foutre. Roger. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne dégonfles ? La concurrence se rend compte que nous avons vu juste. Oui, il s'aligne pour attirer nos téléspectateurs, mais ça ne aurait signifie été prêt pas... à tuer pour sortir ça en premier. Roger, nos tuyaux ne sont même pas douteux, ils sont inexistants. D'accord ? Nous n'avons rien du tout. John, nous donnons aux gens ce qu'ils veulent. D'accord ? Ce pays a besoin de se reconstruire et de connaître son adversaire. C'est fini ces conneries d'ennemis sans visage. Le visage du mal aujourd'hui, c'est lui. C'est ce fils de pute. Son nom, c'est Saddam Hussein. Et en traînant son putain de visage dans la boue, l'Amérique l'emporte. Et lorsque l'Amérique l'emporte, Fox News l'emporte. On vient d'entendre un extrait de la série The Loudest Voice, qui est consacré au parcours de Roger Ailes. Alors c'est un nom qui est totalement inconnu en France, moi-même j'en avais jamais entendu parler il y a encore quelques semaines. En revanche, on a tous entendu parler de la chaîne qu'il a fondée en 1996, Fox News. On fait souvent remonter au début d'Internet et des blogs ou aux réseaux sociaux le retour des théories du complot. En réalité, la démultiplication de l'offre médiatique, elle a eu lieu dès les années 90 avec le câble, dont a profité une chaîne comme Fox. Alors c'est une chaîne très conservatrice, son fondateur est un ancien communicant politique qui voulait avec elle rééquilibrer l'offre de médias par rapport aux grandes chaînes et aux grands journaux américains qui étaient trop orientés à gauche. On attribue d'ailleurs souvent à Fox News d'avoir eu une influence déterminante sur l'élection de Donald Trump en 2016. L'idée derrière The Loudest Voice, le titre de la série, c'est d'être donc la voix qui crie, qui hurle le plus fort dans la pièce, d'être celle qui fixe l'agenda, qui décide de l'ordre du jour, des sujets d'actualité, et d'être reprise par tous les autres médias, peu importe que les infos soient totalement bidons. L'essentiel, c'est de les installer dans le débat public pour instiller le doute et influencer l'opinion. Alors Fox News fait partie de ces médias très controversés qui ont contribué à installer cette culture du doute et des fake news avant l'heure. On peut se demander d'ailleurs aujourd'hui politiquement à qui va profiter cette déferlante de documentaires bidons autour du coronavirus. Oui, tu évoquais la multiplication de l'offre médiatique avec le câble dans les années 90. Alors autant dire qu'aujourd'hui, on est carrément encore dans une autre ère, puisque avec Internet, on a vu exploser une myriade de propositions de contenu. Alors je sais même pas si on doit dire journalistique, parce que c'est plus ou moins journalistique, mais qui fragmentent l'offre disponible, qui font concurrence aux médias traditionnels et avec lesquels le public peut avoir peut-être un peu de mal à naviguer ou à savoir en tout cas
cas à qui ou à quoi il a affaire. Puisqu'aujourd'hui, on a pléthore de chaînes YouTube, des podcasts, des chaînes de télé étrangères comme RT ou Al Jazeera. Et la volonté affichée de tous ces producteurs de contenu, c'est de proposer des voix spécifiques, alternatives, parfois pour compléter le récit officiel ou institutionnel, parfois, et sans s'en cacher, pour le contredire, pour le défier. Voilà, tout à fait. Donc on ne dit pas du tout que les médias dont on va parler propagent des fake news ou qui sont complotistes. Disons que ces dernières années sont apparus des ovnis médiatiques qui ont quand même tous en commun ce récit qui est on va vous parler différemment des grands médias qui sont donc de plus en plus contestés, pas seulement par les œuvres complotistes. Alors on peut citer parmi les nouveaux représentants de cette sphère de l'information alternative la revue Front Populaire qui a été lancée cette année par le philosophe Michel Onfray. Selon le magazine Challenge, elle revendiquait déjà 26 000 abonnés avant même son lancement. À 15 € le numéro, c'est des chiffres qui feraient rêver pas mal de médias mainstream. Alors c'est une revue qui se présente comme défendant les thèses souverainistes. Le dossier de son numéro 2, paru cet automne, était consacré à l'État profond, le fameux Deep State. Et le dossier était présenté ainsi: lobby, hauts fonctionnaires, médias, cercle d'influence, réseau parallèle, l'État profond, le vrai pouvoir à abattre. Et parmi les plumes de ce dossier, on trouvait un certain Didier Raoult. On peut citer également le succès du site Thinkerview, qui a un fonctionnement très différent des médias traditionnels. Il se présente comme un think tank indépendant, financièrement, politiquement. Il est soutenu par une grosse communauté en ligne. Thinkerview, c'est une chaîne YouTube qui publie de longues interviews filmées de personnalités de gauche ou de droite, des gens comme Aurélien Barraud, Michel Onfray, Juan Branco ou Élise Lucet. Alors souvent, ils dépassent allègrement le million de vues. Le tout avec un habillage et une esthétique très on nous cache des trucs, et un fond noir un peu angoissant. Les questions tournent autour du fonctionnement de la sphère médiatique, du monde politique, avec une culture du soupçon assez affirmée. D'ailleurs, son fondateur a expliqué dans un article publié par France Info: nous faisons des interviews aux perspectives alternatives dans un monde aux informations formatées. Oui, moi je dois vous avouer que j'aime bien Thinkerview, en tout cas au moins une partie des vidéos, mais plus parce que c'est un format long d'entretien, format très long, qu'on trouve pas beaucoup ailleurs et plus beaucoup ou pas du tout à la télévision en tout cas. Et je trouve que ça manque un petit peu dans le paysage médiatique. Donc si on passe outre parfois les questions de l'intervieweur, en tout cas il y a quand même des personnalités intéressantes qui sont invitées et qui peuvent s'exprimer dans la longueur. Donc voilà, petite incise quand même pour défendre Thinkerview. Oui, d'ailleurs, plusieurs journalistes m'ont dit qu'ils regardaient les vidéos de Thinkerview, donc c'est la preuve que même les gens qui travaillent dans les médias mainstream sont de temps à autre séduits par ces infos alternatives. On peut citer enfin la déferlante des podcasts, qui ne sont pas non plus des contenus conspirationnistes, mais qui tous assument une certaine subjectivité et reprochent d'ailleurs aux médias traditionnels leur fausse neutralité. Je pense que donc aujourd'hui il est très difficile de tracer une ligne, une frontière claire entre les bons et les mauvais médias. Sauf Slate, qui bien sûr est un excellent média sur lequel il n'y a aucun doute à avoir. Ce qui nous amène doucement vers la fin de cet épisode de Poire et Cahuète. Continuez donc de nous lire et de nous écouter sur slate.fr. Et Jean-Laurent, nous on se retrouve dans 2 semaines si tu n'as pas versé dans le complotisme. Oui, d'ailleurs, je pense bientôt publier des infos exclusives qui montreront que toute cette histoire de coronavirus était un vaste complot pour relancer la carrière média de Michael Vendetta. Et c'est la moindre des choses que de rétablir cette vérité. Merci Jean-Laurent, à très bientôt pour un nouvel épisode de Poire et Cahuète. Merci Hélène, à bientôt. Retrouvez Poire et Cahuète sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahuète, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.